Bonjour, c'est Riva Evstifeeva et le podcast Études russes sans Russie. Le podcast est soutenu par l'UXIL, le campus Condorcet et l'Institut indépendant de philosophie. Aujourd'hui, nous recevons Gilles Favarel-Garrigue. Vous êtes directeur de recherche CNRS basé à Sciences Po, spécialiste en questions de violence, de l'exercice du pouvoir et de justice en Russie. Je commence avec ma première question. Les études russes, comment vous y êtes arrivé ? Est-ce que ça a été pour vous le hasard ou le mariage d'amour ? C'est une histoire qui se poursuit depuis mon enfance, parce qu'en fait, j'ai fait du russe en première langue au collège à partir de l'âge de 10-11 ans, parce que dans mon quartier, il y avait un collège qui proposait à Bordeaux, dans la ville de Bordeaux, qui proposait le russe en première langue. Ça veut dire qu'à partir de 11 ans, j'ai appris le russe et que j'ai fait un premier séjour en Union soviétique dès 1984 avec un groupe de collégiens. Donc j'ai commencé à aller en URSS à partir de 1984 et j'y suis retourné à partir de 1988 au moment de la perestroïka, à Volgograd notamment, et puis ensuite à Leningrad. Et j'ai eu la chance de pouvoir voir en direct cette époque de la perestroïka et de la glasnost qui m'a fasciné et qui m'a donné envie à chaque fois de revenir sur place. Et donc, pendant ce premier voyage, vous êtes un enfant, quelle est l'impression que la Russie que vous avez vue à Volgograd vous a laissé ? Alors, le premier voyage que j'ai fait en tant qu'adolescent avec le groupe de collégiens, c'était à Moscou, à Leningrad et à Riga. Et ça m'a laissé un souvenir absolument impérissable parce que pour nous, il y avait une forme à ce moment-là d'exotisme du fait d'aller derrière le mur, de voir l'Union soviétique, de voir les monuments, etc. Et puis surtout, il s'est passé un événement pendant qu'on était là-bas qui était un événement historique, c'est la mort de Yuri Andropov. Et donc on était sur place lorsque Yuri Andropov est mort, ce qui signifie qu'on a dû suivre à la télévision toute la cérémonie des obsèques au Kremlin, qui durait des heures, à laquelle on ne comprenait rien parce qu'on parlait pas bien le russe, devant laquelle on essayait de s'endormir, enfin on n'arrivait pas vraiment à suivre tout ce qui se passait, et il y avait nos professeurs qui nous secouaient pour pas qu'on s'endorme pendant cette cérémonie. Je me souviens aussi que le soir même, on avait assisté à un match de hockey sur glace à Leningrad en 1984 et le stade était complètement vide. Le public n'était pas venu, sauf nous, sauf le groupe de Français. Donc on était dans un stade gigantesque. Il y avait un match de hockey sur glace qui était uniquement pour nous parce que c'était de mauvais ton d'aller voir un match et c'était interdit à un moment aussi tragique pour tous les soviétiques, mais nous étions présents sur place. Donc évidemment, c'est des souvenirs absolument impérissable. Et vos parents, par exemple, quand ils vous laissaient partir, vous, un adolescent, là derrière le rideau de fer, est-ce que c'était normal ? Est-ce que c'était bien ? Est-ce qu'ils étaient contents ? Mes parents étaient contents parce qu'ils avaient été longtemps communistes, jusqu'à la fin des années 60, début des années 70. Ils avaient ensuite pris d'autres directions politiques, mais ils gardaient un attachement pour l'Union soviétique. Par ailleurs, comme c'était aussi des parents soucieux de l'éducation de leurs enfants, il y avait aussi l'idée selon laquelle faire du russe en première langue donnait accès à des classes un petit peu plus exigeantes au niveau justement de l'enseignement. Donc il y avait une double motivation de leur part, il y avait un attachement à l'Union soviétique d'un côté, au moins un ancien attachement, et puis il restait des traces de cet attachement à l'Union soviétique, et d'autre part il y avait la volonté de faire en sorte que leurs enfants accèdent aux meilleures classes dans le collège du quartier. Étiez-vous communiste à ce moment-là ? Ah, pas du tout, non. Moi, j'étais petit, j'avais 11 ans. En revanche, il y avait une familiarité avec l'imagerie et l'iconographie communiste. Je connaissais la tête de Lénine, je savais à quoi ressemblait l'imagerie soviétique. Donc quand je suis arrivé sur place, je peux pas dire que je débarquais dans un monde complètement inconnu. J'avais quelques références qui me permettent de décrypter un peu ce que je voyais devant moi. Est-ce que vous avez rencontré aussi des personnes réelles pendant ce premier voyage ? Avec lesquelles on a échangé, qui sont ensuite venues en France. Et l'une d'entre elles, je suis toujours ami avec elle.
Et c'est intéressant parce que par la suite, quand on a parlé un petit peu de ces séjours qui étaient organisés sur place dans les années 1980, elle m'a expliqué un petit peu comment ça se passait pour eux, comment ils avaient été briefés, ce qu'ils pouvaient dire, ce qu'ils ne pouvaient pas dire, etc. La présence sans doute d'un officier dans le groupe avec eux, voilà. Donc j'ai pu visiter les coulisses de ce voyage par la suite. Et ensuite, dans vos voyages suivants, quelle est la Russie que vous avez découverte? Quelle est la géographie de votre Russie et la sociologie aussi? Quels sont les types de gens que vous avez rencontrés? Alors là, pour le coup, c'était une ville, Volgograd, qui n'avait pas encore l'habitude d'accueillir des jeunes étrangers comme nous. On y est resté tout l'été. Je suis devenu là-bas ami avec une troupe de théâtre qui représentait une forme de théâtre expérimental, un petit peu nouvelle pour la ville. L'année suivante, j'ai fait un séjour à Saint-Pétersbourg, où là, moi, en fait, j'avais aussi 18-20 ans. J'étais un jeune adulte assez attiré par la fête, par les excès, par, disons, l'envie de vivre les choses plutôt au maximum. Et j'ai pas été déçu à ce niveau-là parce que, précisément, les jeunes soviétiques que je rencontrais étaient dans le même état d'esprit. Ça, c'est pour moi des souvenirs extrêmement forts. Et ensuite, d'un point de vue géographique, les choses ont changé pour moi au début des années 90, parce que j'étais encore à Bordeaux, lorsqu'il y a eu un échange qui a été ouvert entre l'Institut d'études politiques de Bordeaux et l'ancienne école du parti de Sverdlovsk, d'Ekaterinbourg, ancienne Sverdlovsk, d'accord ? Alors l'école du parti de Sverdlovsk ne s'appelait plus comme ça, elle s'appelait à ce moment-là l'Institut des cadres de l'Oural, et elle est devenue ensuite l'Institut de l'administration publique, aujourd'hui, de l'Oural. Et je suis arrivé là-bas, je pense, en 1993. J'étais un des tout premiers étudiants à bénéficier de cet échange, on n'était pas nombreux. Une autre étudiante qui continue de travailler dans le domaine, qui a profité de cet échange, c'est Caroline Dufy, qui travaille à Bordeaux aujourd'hui. Et là, il y avait la sensation de vivre à nouveau une expérience unique, parce que Yekaterinbourg, c'est une ville qui, lorsqu'elle s'appelait Sverdlovsk, était fermée aux étrangers. Et qui est ouvert assez tardivement parce qu'il y avait sur place des usines militaires assez importantes. Par conséquent, quand je suis arrivé en tant que jeune étudiant français pour rester, je crois, 4 mois sur place, je pense réellement que j'étais un des premiers étudiants occidentaux à avoir une expérience d'une telle durée dans cette ville-là, à Yekaterinbourg. Et au cours des années 90, j'ai commencé ma thèse et du coup, j'ai beaucoup travaillé à Yekaterinbourg. Et on peut dire que dans les années 90 et jusqu'à la fin des années 2000, la ville dans laquelle j'allais le plus souvent, c'était Yekaterinbourg, même si j'allais beaucoup à Moscou, à Saint-Pétersbourg aussi, mais j'avais, disons, cette spécificité qui était d'avoir un ancrage à Yekaterinbourg. Et j'étais très content d'avoir cet ancrage parce que Yekaterinbourg, c'est à la fois une ville suffisamment grande pour offrir beaucoup de rencontres possibles, beaucoup de sollicitations au niveau du travail, mais aussi au niveau privé, et suffisamment petite aussi pour arriver au bout d'un moment à connaître bien la ville, à connaître les gens, à connaître des gens qui connaissent les gens que je connaisse, etc. Et donc c'était pour moi extrêmement agréable d'être dans cette ville-là, à Yekaterinbourg, en tout cas dans les années 90, même si c'était des années difficiles du point de vue de la vie quotidienne, et notamment les années, j'ai passé là-bas des mois dans l'année 93, par exemple, au moment où il y a eu les affrontements à Moscou en septembre-octobre. C'était des années difficiles en termes, là aussi, de vie quotidienne, quoi. Est-ce que vous étiez toujours bien accueilli à Yekaterinbourg? Alors, dans ces années-là, oui. Durant toutes les années 90, j'étais bien accueilli. J'ai continué à travailler dans cette ville jusqu'en 2008, jusqu'au moment où j'ai été mal accueilli, puisque précisément j'ai été poursuivi par le FSB en 2008. J'ai été arrêté, accusé d'espionnage, jugé et expulsé d'Yekaterinbourg en 2008. Bien sûr, je vais vous poser plus de questions sur cet épisode, mais est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière et découvrir comment vous êtes arrivé de ce premier voyage en Russie en tant qu'étudiant, en tant que collégien, jusqu'à faire le choix de la spécialisation académique en études russes?
Oui, bien sûr. Alors pour moi, c'était un choix qui était dicté à la fois par mon goût pour ce pays, pour la langue, pour la culture russe, pour le fait aussi de vivre une histoire qui était absolument inédite. C'était absolument fascinant de vivre en Russie à la fin des années 80, dans les années 90, parce qu'on avait l'impression que tout était possible, que le champ des possibles était complètement ouvert. Pour moi, c'était vraiment des sensations extrêmement fortes et j'avais l'impression de vivre de manière extrêmement intense en passant du temps en Russie à ce moment-là. Et je crois que c'est la raison qui m'a poussé à vouloir me spécialiser dans un métier qui me permette d'aller en Russie le plus souvent possible. Voilà. Et comme j'étais à l'université, j'ai d'abord fait des études de relations internationales, mais qui m'ont pas beaucoup intéressé. Et ensuite, j'ai fait une sorte, on dirait aujourd'hui, un master de recherche, dans lequel j'ai travaillé sur les privatisations à Yekaterinbourg. Et ensuite, j'ai décidé de faire une thèse à Sciences Po à Paris sur la lutte contre le crime économique et les répressions déjà, les questions de coercition, de répression en Russie. Mais il y avait en tout cas, si je n'avais pas fait de thèse, j'aurais eu de toute façon envie de trouver un métier qui me permette d'aller là-bas le plus souvent possible parce que je trouvais absolument fascinant de vivre ce tournant historique en direct. Ce qui fait que pour répondre à votre question sur l'accueil sur place, dans les années 90, l'accueil était extraordinaire pour nous. Pour moi et pour nous. Parce que moi, j'étais quelque chose d'exotique à Yekaterinbourg. Des Franzousis, des Français comme moi, il n'y en avait pas beaucoup. Et en plus, j'avais la chance d'avoir une sorte de bénéfice qui était une sorte de privilège de nationalité, je dirais. Quelque chose dont je n'étais absolument pas responsable, mais qui fait que ma francité plaisait aux gens. Il y avait un cliché à ce moment-là qui m'a toujours frappé, que je trouvais incroyable, c'est qu'à chaque fois que je disais que j'étais français, on me disait « Ah, où va kulturная strana ?» On me disait « Ah oui, alors oui, tu habites un pays qui est un pays de culture. » Et j'avais envie de répondre « Oui, mais pas que. » Et donc il y avait une sorte de cliché très positif sur la France dans les années 90, qui contribuait évidemment au plaisir que j'avais à être sur place. Parce que c'était valorisant d'être français. Parce que pour les gens sur place, c'était valorisant d'avoir un copain français. De l'emmener à la datcha, de l'emmener dans les soirées, de lui faire rencontrer leurs copains, etc., etc. Donc je crois, et il faut avoir l'honnêteté aussi de le reconnaître, que la chance que j'ai eue d'être en Russie dans ces années-là était aussi permise par des propriétés biographiques que je ne maîtrisais absolument pas. J'avais juste la chance d'être français, un pays qui avait la côte, en Russie, à ce moment-là, dans les années 90. La situation ensuite a changé, mais à ce moment-là, c'était extrêmement valorisant et je crois que j'ai bien profité de ce privilège. Quand est-ce que ça a changé? Et comment? Pour vous surtout. Ça a changé, pour moi c'est très clair, c'est-à-dire qu'à partir du début des années 2000, j'ai commencé à rencontrer des gens qui commençaient un tout petit peu à dénigrer la France et le monde occidental sur un mode mineur, mais en commençant à dire par exemple, tu vois maintenant Gilles, ici à Moscou, on a tout ce qu'il faut, on n'a plus besoin de voyager, par exemple. Et j'ai vu aussi le changement en 2005, et justement on a fêté, enfin on n'a pas fêté, mais on a commémoré la semaine dernière le 20e anniversaire d'un fait divers qui a été extrêmement important en France en 2005, qui a été la mort suite à des poursuites par la police de 2 jeunes à Clichy-sous-Bois dans la banlieue parisienne. Cette mort atroce de ces jeunes a suscité un mouvement de mobilisation souvent violente dans les banlieues françaises. Et ce mouvement social a été couvert par la télévision russe pour la première fois en 2005. Ça veut dire qu'à partir de 2005 en Russie, il y a des images associées à la France qui ne sont plus la France kulturная strana, pays de culture, mais la France au bord de la guerre civile. Et ça, moi, je l'ai vu, je l'ai ressenti. J'ai compris qu'à partir de 2005, à partir du moment où la télévision russe se mettait en première ligne
lorsqu'il y avait des affrontements sociaux en France, j'ai compris que l'image de la France en Russie était en train de changer radicalement. Et que d'un cliché positif, qui est un stéréotype, on est passé à un autre cliché, mais cette fois négatif, sur un pays en train d'agoniser et au bord de la guerre civile. Donc pour moi, ce changement, il est très clair et il est lié à la couverture médiatique russe des émeutes en France de 2005. Et donc pour vous, personnellement, comment ça a dégradé jusqu'à l'expulsion de Yekaterinbourg? Eh bien, je pense que voilà, alors à mon humble niveau, je suis un épiphénomène de ce changement-là. Hein. C'est très clair. C'est-à-dire qu'en fait, la suspicion vis-à-vis des pays occidentaux, elle augmente après la Révolution orange. Les reportages sur les émeutes en France, c'est 2005. Les affaires d'espionnage avec la Grande-Bretagne, avec la pierre qui parle dans le parc Gorky, c'est dans mes souvenirs, j'ai pas vérifié, je crois que c'est 2006 ou 2007. Okay. Donc le fait qu'à ce moment-là, il y ait des injonctions bureaucratiques pour renforcer la lutte contre l'espionnage en Russie, c'est tout à fait plausible. Et lorsque je me fais arrêter en 2008, je pense que je suis, à mon niveau, le résultat d'un changement de politique vis-à-vis des Occidentaux qui sont sur place. Et d'où la surprise pour quelqu'un comme moi. Parce qu'en 2008, quand je me suis fait arrêter, j'allais en Russie régulièrement depuis déjà 20 ans. Et j'avais l'impression illusoire, mais de connaître le pays. Et de savoir me débrouiller en cas de problème. Parce que, évidemment, un Français comme moi, qui est à Yekaterinbourg, j'ai beaucoup voyagé en Sibérie, j'ai beaucoup voyagé en Russie, j'allais dans des petites villes, il est souvent arrivé qu'un policier ou un agent du FSB local vienne me voir en me disant « Mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Et je trouvais ça normal et je répondais, je disais « Voilà, je suis là pour faire ceci, soit parce que je fais ma thèse, soit parce que je fais du tourisme, et ça se terminait normalement. » J'ai aussi connu la corruption de la police. À un moment donné, j'avais une voiture en Russie et je savais très bien comment fonctionnait la police de la route russe. J'ai donné des pots de vin à la police de la route. J'ai donné des pots de vin à des douaniers. Donc j'avais l'impression de connaître le fonctionnement du pays. Et de me dire que s'il y a des problèmes, je saurais me débrouiller. Jusqu'au jour où ça c'est fini. Et où à un moment donné, vous arrive un problème, vous perdez. C'est-à-dire que cette fois, les gens qui sont en face de vous, ils cherchent pas des pots de vin, ils cherchent des résultats dans la mise en œuvre de la politique de lutte contre l'espionnage, et c'est sur vous que ça tombe à ce moment-là. Et donc, vous avez été arrêté, mais physiquement. Donc j'ai été arrêté au cours d'un entretien que je menais dans le district fédéral de l'Oural, avec le responsable des services des huissiers de justice, Судебные приставы, en Russie. Et ça s'est déroulé comme dans un film, c'est-à-dire que j'étais en train de parler à la personne comme je vous parle, et puis là, il y a quelqu'un qui entre avec un manteau, qui montre sa carte et qui dit mets ton manteau et viens avec moi. Et la personne en face de moi, je le raconte d'ailleurs dans le livre que j'ai sorti en 2023, La verticale de la peur, la personne devant moi, mon interlocuteur, est littéralement tombée de sa chaise quand elle a vu l'agent du FSB rentrer dans le bureau. Ensuite, il m'a amené dans une salle de réunion où il y avait 7 personnes. Et quand j'ai vu les 7 personnes, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait autant de gens sur moi. Donc, je me suis dit que ça ressemblait à aucune situation que j'avais connue. Et ensuite, la situation s'est déroulée, on dirait, selon le plan, en russe, pas plan, c'est-à-dire qu'ils m'ont accusé, ils m'ont demandé mes papiers, etc. Puis ensuite, ils m'ont dit que j'avais un problème avec mon visa, donc ils m'ont confié au service des migrations. Le service des migrations m'a pris avec eux en voiture jusqu'à leur bureau. Ils m'ont ensuite emmené au tribunal. Le tribunal m'a jugé et ensuite, le lendemain matin, ils m'ont expulsé. Mais pas de violence, en gros. Pardon ? Pas de violence physique. Ah non, pas de violence physique, absolument pas. Aucune violence physique. Un rapport plutôt courtois, mais néanmoins une situation dont j'ai tout de suite compris qu'elle était sans précédent.
C'est-à-dire on était encore en 2008, la France venait d'ouvrir, je crois, un consulat à Yekaterinbourg, les relations diplomatiques franco-russes étaient très bonnes à ce moment-là, il y avait des événements qui étaient préparés conjointement, donc on n'était pas dans une situation qui est celle d'aujourd'hui, où la Russie est isolée du monde occidental, et où le monde occidental est isolé de la Russie, il y avait beaucoup de relations à ce moment-là. Donc, réellement, et c'était d'autant plus surprenant pour moi que il y avait des gens que je connaissais dans les pays occidentaux qui avaient des engagements politiques, par exemple, extrêmement forts concernant la guerre en Tchétchénie, qui étaient beaucoup plus visibles que moi dans cet engagement et qui n'avaient pas été frappés alors que moi je l'avais été. Vous voyez ? Donc en réalité, ce que j'ai compris ensuite, c'est que la raison pour laquelle j'ai été arrêté sur place, c'est parce que je pense que les services de sécurité locaux ont cru que je mettais mon nez dans leurs sources de financement. J'étais pas catalogué fomenteur de révolution orange en Russie, ce qui est l'accusation habituelle pour les Occidentaux. On m'accusait pas de vouloir favoriser un coup d'État ou de vouloir prendre la tête de mobilisation sociale à Yekaterinbourg. Non. On m'accusait, du fait de la recherche que je menais à ce moment-là, de mettre mon nez dans des sources de financement illicites des services locaux. Par exemple, quelles sources ? En fait, à ce moment-là, je travaillais donc sur les huissiers de justice. Les huissiers de justice, leur compétence, c'est lorsqu'une entreprise doit se faire rembourser une somme par une autre entreprise, dans le cadre de la justice commerciale, les huissiers de justice doivent s'occuper du remboursement, doivent trouver l'argent. Et pour ce faire, ils s'appuient de manière informelle, illégale, sur des agences privées qui s'appellent agences de collecte de dettes, коллекторские агентства. Et ces agences de collecte de dettes, et les gens qui travaillaient là-bas venaient des structures de force, et notamment du FSB. Ces gens du FSB qui travaillent dans les agences de collecte de dettes, pour accélérer le remboursement de l'entreprise A par l'entreprise B, s'appuyaient sur leurs contacts au sein des services de l'État. Donc on avait une sorte de partenariat public-privé dans le domaine du remboursement des dettes de la justice commerciale russe. C'est quand j'ai découvert l'existence de ces partenariats que j'ai représenté un danger pour eux, parce que c'était, comme on dit en russe, une des karmouchki, une des mangeoires des services du FSB local. Et vous ne vous rendiez pas compte que c'était dangereux ? Je m'en suis rendu compte trop tard, et de manière un peu naïve, dans la mesure où j'avais dans le passé déjà géré des situations compliquées, je pensais que de toute façon, j'allais m'en sortir, mais j'étais bien naïf, et à la fin, je me suis fait avoir. Alors, habituellement, je demande à vos collègues comment est-ce qu'ils ont commencé à faire les études russes en Russie après le 2022. Mais dans votre cas, vous avez commencé à le faire bien avant le 2022. Donc, comment avez-vous fait après l'expulsion ? Alors, en effet, je crois que c'est une de mes particularités par rapport à mes collègues, c'est que j'avais déjà vécu avant 2022 le fait d'être privé de mon terrain de recherche principal. D'accord. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai commencé à développer en parallèle des recherches sur la France. Parce que je ne pouvais pas accéder au terrain russe. Et donc, pendant les 2 ans où je n'ai pas pu accéder au terrain russe, j'ai travaillé sur la lutte contre l'argent sale, corruption, blanchiment, etc., non pas en Russie, mais en France. Parallèlement, j'ai lancé une procédure judiciaire pour contester la décision qui m'avait été faite, et je l'ai gagnée. J'ai gagné l'appel en 2010. J'ai gagné l'appel parce que, de toute façon, ces accusations étaient aberrantes, et parce que les relations diplomatiques franco-russes étaient suffisamment importantes à ce moment-là pour que je puisse mobiliser des gens en France qui ont mobilisé des gens en Russie pour dire « mais là, ce qui arrive à Gilles Favarel-Garrigue, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est des gens au niveau local qui ont outrepassé leurs droits. » Donc en 2010, j'ai eu le droit de retourner en Russie
Et dans toutes les années 2010, je suis retourné en Russie sans avoir trop peur, mais néanmoins, je ne suis jamais retourné à Yekaterinbourg avant 2018 parce que j'avais peur de retourner à Yekaterinbourg. Comme j'avais gagné l'appel, je me suis dit qu'il y avait des gens au niveau local qui devaient être vexés par cette décision judiciaire. Donc, quand vos amis et votre famille en France savaient déjà qu'une fois vous aviez été expulsé, mais au moment où ils vous voyaient y revenir, est-ce que ça donnait lieu à des incompréhensions, le fait d'expulsion elle-même et votre envie d'y revenir? Chacun réagit de manière très personnelle à ce genre de choses. La première fois que j'y suis retourné en 2010, j'ai été invité, d'ailleurs je les en remercie beaucoup, par l'Université européenne de Saint-Pétersbourg pour un colloque, et j'ai pu constater que les choses étaient normales pour moi. Je pense que ma famille s'inquiétait un petit peu pour moi, ça c'est très clair, mais je pense que j'avais une vision assez claire du fait que ce n'était pas trop risqué d'y aller. J'avais eu des assurances à ce sujet également de la part des gens qui avaient suivi mon dossier en France, notamment au ministère des Affaires étrangères, qui m'avaient donné une sorte de feu vert à partir de 2010. Et puis j'avais aussi beaucoup de connaissances sur place parce que j'allais là-bas déjà depuis une vingtaine d'années au moins. Je connaissais des gens. Ici, moi j'ai longtemps enseigné dans un double diplôme Sciences Po MGIMO, ce qui fait que je connaissais des gens au ministère des Affaires étrangères à Moscou. Voilà, et j'avais quand même des personnes à qui m'adresser en cas de problème, ce que je n'avais pas jusque-là, c'est-à-dire j'étais très insouciant, moi, jusqu'en 2008, sans doute trop insouciant, sans doute trop naïf, mais il est clair qu'à partir du moment où j'y suis retourné en 2010, là j'ai fait davantage attention. Et je savais que je pouvais mobiliser des gens en cas de problème, que ce soit des Russes ou des Français. Et donc, le 24 février 2022, est-ce que ça a été une surprise pour vous ou pas? Pour moi, ça a été une énorme surprise. Comme je pense tous mes collègues, c'est le genre de journée dont je me rappellerai toute ma vie exactement ce que je faisais à ce moment-là. Et précisément, j'étais en train de me lever et de faire ma routine du matin. Et je me souviens réellement, lorsque j'ai entendu les nouvelles à la radio, ne pas avoir réussi à réprimer mes larmes. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça d'une très grande tristesse et j'avais beaucoup de chagrin, beaucoup d'amertume à partir de ce matin-là. Très sincèrement, je pense que évidemment, depuis les 3 ou 4 jours précédents, on comprenait que les choses étaient en train d'évoluer de manière extrêmement négative. Mais jusqu'à cette date, moi, je n'avais jamais imaginé qu'il serait possible que l'armée russe attaque de manière aussi massive l'Ukraine. Pour moi, ce n'était absolument inconcevable et je n'avais jamais imaginé une chose pareille. Alors, ce qui est vrai, c'est que moi, les sujets sur lesquels j'ai travaillé sont des sujets en lien avec le politique, avec la société, etc. Je me suis toujours désintéressé des sujets militaires. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la coercition, mais intérieure, sur la police. Donc, je n'avais pas non plus un focus qui me permettait de comprendre exactement les enjeux du déplacement des troupes, du déplacement des équipements vers la frontière ukrainienne. Peut-être que des spécialistes militaires ont compris les choses avant moi, peut-être. Mais moi, en tout cas, non. Qu'est-ce qui a changé pour vous tout de suite dans les premières semaines, les premiers mois, dans votre travail de chercheur, mais aussi dans votre travail d'enseignant? J'ai eu à gérer tout de suite des situations humaines complexes. Lorsque la guerre a démarré en 2022, l'invasion à grande échelle, on avait ici à Sciences Po à peu près 100 étudiants russes et 30 étudiants ukrainiens. Et ces étudiants se sont retrouvés dans des situations de détresse extrêmement fortes et dans des situations de précarité, en lien notamment avec l'impossibilité de retirer de l'argent dans les banques, par exemple, qui était immédiatement extrêmement aiguë. Donc,
très vite, j'ai eu à gérer avec d'autres des situations humaines préoccupantes et d'autant plus tristes qu'elles concernaient des jeunes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que très vite aussi, on a eu à prendre une décision institutionnelle très importante pour nous. Je parle pour nous, et ici vous pouvez faire le rapprochement sans doute avec le dialogue que vous avez eu avec Cathy Rousselet, puisque je travaille avec elle ici. Mais donc, jusqu'en 2022, Sciences Po avait des partenariats avec 3 institutions russes, le MGU, le MGIMO et la Vyshka, le Haut Collège d'économie. Et très vite, le directeur de Sciences Po de l'époque, qui était Mathias Vichra, nous a convoqués pour savoir ce qu'on faisait de ces partenariats institutionnels. Et c'était juste après la signature de la pétition des recteurs russes encourageant la politique, je cite, de démilitarisation et de dénazification de l'Ukraine. Et nous avons décidé, avec les collègues travaillant sur la zone, de suspendre les relations avec ces institutions. Alors, quand on y pense aujourd'hui, ça n'a pas l'air de grand-chose. C'est-à-dire, on se dit, suspendre des relations avec des institutions, c'est pas très compliqué, il suffit d'arrêter, etc. Sauf que ça a des conséquences importantes parce que souvent, c'est des partenariats qu'on a mis longtemps à élaborer, qui ont fait l'objet d'un travail de fourmi, d'un travail d'endurance très long. Et par conséquent, pour nous, c'est forcément un crève-cœur. D'avoir à suspendre, c'est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Et donc de suspendre un partenariat, c'est beaucoup plus facile que de le construire. Donc ça, c'était triste. Et par ailleurs, ça a créé des situations compliquées. Par exemple, des étudiants en double diplôme qui avaient fait leur première année, mais qui pouvaient pas faire leur deuxième année. Du coup, il fallait là aussi gérer ce genre de situation-là. Ça, c'était la deuxième conséquence de la guerre pour moi. Il y en a une troisième qui est la situation de mes collègues, c'est-à-dire de mes collègues russes. Et là, comme tous mes collègues français, il y a des tas de questions qui se sont posées pour des collègues qui voulaient quitter leur pays de manière urgente. Ça, c'est la troisième dimension. Et enfin, la quatrième dimension, c'est une dimension plus personnelle. Puisque j'allais en Russie depuis la fin des années 80 de manière extrêmement régulière, évidemment, moi j'ai beaucoup d'amis en Russie. Et des amis qui peuvent avoir des visions différentes de ce conflit, avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord. Alors, la grande majorité de mes amis sont des gens qui ont quitté le pays ou qui ont songé à le quitter en 2022. Mais je connais aussi, j'ai d'autres amis qui ont décidé de rester sur place, tout en désapprouvant la guerre en cours, mais sans se mobiliser. Parce qu'ayant sans doute un peu peur de se mobiliser ou parce que considérant que se mobiliser ne servait à rien dans un contexte comme celui-là. Donc, c'est des amis qui optent pour des formes d'escapisme et qui se réfugient dans une sorte de bulle personnelle. Voilà. Et enfin, il y a une troisième catégorie minoritaire, mais ça porte sur quelques personnes que je connais et qui ont un discours de soutien à la guerre en cours. Et donc là, évidemment, ça donne lieu à des discussions extrêmement houleuses, mais très rapidement, comme ces discussions ont lieu sur téléphone ou en visio, on commence à avoir peur en fait d'aborder ces sujets-là. Donc on ne les aborde plus. On parle du printemps qui arrive, des enfants qui grandissent, et puis rapidement, on se parle moins. Voilà. Revenons à vos étudiants, russes et ukrainiens, qui se sont retrouvés dans des situations de détresse. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux dans ces premières semaines ? Alors, il fallait essayer de les aider au niveau personnel et notamment au niveau financier. Moi, quelque chose que j'essayais de faire, par exemple, c'était de me battre pour qu'ils n'aient pas à payer de droits d'inscription, par exemple, à Sciences Po, d'essayer de les aider à contourner leurs problèmes financiers, d'essayer de les impliquer dans des projets de recherche que j'avais en cours pour leur apporter un soutien financier.
Ça, j'ai pu réussir à le faire pour quelques-uns, mais évidemment pas pour tous. Par contre, quand vous parliez de vos connaissances russes, qui ont choisi de rester ou ont dû rester, et qui ont choisi la stratégie de l'escapisme, d'être dans une bulle, alors comment vous voyez cette stratégie ? Est-ce que ça impacte votre relation avec eux ? Moi, je suis très respectueux de ce genre de choix parce que, sincèrement, si j'étais russe et si j'étais à leur place, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ce que je constate beaucoup, c'est que les gens qui ont décidé de rester et de se réfugier dans leur bulle privée, que je connais et que j'apprécie, sont des gens, par exemple, qui ont des parents très âgés sur place. Sont des gens qui ont des soucis personnels qui les poussent à rester sur place. Et je peux tout à fait comprendre, d'un point de vue humain, ce genre d'argument. En revanche, pour les 2 ou 3 personnes que j'appréciais et qui choisissent d'avoir un discours beaucoup plus positif sur la politique russe aujourd'hui, là, les relations se sont dégradées. Parce que autant je peux comprendre que quelqu'un décide de rester en étant contre la guerre pour des raisons personnelles, autant c'est plus difficile pour moi d'entendre quelqu'un qui va m'expliquer pourquoi les Ukrainiens sont des nazis et pourquoi il faut les anéantir. Et c'était une surprise concernant ces 2-3 personnes. Alors, oui et non. Oui et non, parce que ça renvoie à une histoire un petit peu longue que je peux essayer de détailler. Ce qui était très surprenant dans la Russie des années 90, c'était un sentiment général en Russie d'autodépréciation. У нас страна дураков. Ça, c'est ce qu'on entendait en Russie dans les années 90. Chez nous, c'est le pays des crétins, des idiots. Il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. On ne fait pas les choses bien. Notre pays est riche, mais nous vivons pauvrement. Le pouvoir, c'est le bordel. La politique, c'est le bordel. La vie quotidienne est très difficile. Dans les années 90, on a la guerre de Tchétchénie, on a des tentatives de putsch, on a des crises économiques. La vie quotidienne est difficile en Russie dans les années 90 parce qu'il y a quelque chose chez nous, les Russes, qui ne va pas. Parce que chez nous, c'est le pays des idiots. Ce sentiment d'autodépréciation, je l'ai très souvent entendu dans les années 90 et il a été remplacé à partir du début des années 2000 par, chez beaucoup de gens, un regain de fierté nationale, de fierté d'être russe. Moi, j'ai les parents d'une amie, par exemple, que je connais depuis la fin des années 80. C'est des gens, lui, ancien ingénieur, elle travaillait dans une bibliothèque. C'était l'intelligentsia moscovite, mais pas, vous voyez, un peu ordinaire, quoi. Ils vivaient dans leur appartement de Yougozapad, là, il y a les nouveaux quartiers, etc. Ils avaient une voiture, donc c'était plutôt la classe moyenne supérieure urbaine moscovite. Et dans les années 90, ils étaient dans une forme d'autodépréciation extrêmement forte. Et je me souviens que le père, qui devait avoir 60 ans à ce moment-là, lorsqu'il est venu me chercher à l'aéroport en 2002, j'ai remarqué que dans sa voiture, il y avait un drapeau tricolore russe au rétroviseur. Et je lui ai dit « Ah, tu as mis un drapeau dans ta voiture ?» Et il m'a dit « Oui, je l'ai fait parce que ça me plaisait. » Et ce jour-là, j'ai compris que pour des gens comme lui, il y avait un regain de fierté d'être russe. Et franchement, sincèrement, j'étais plutôt content de voir cela. Parce que le sentiment d'autodépréciation, nous les Russes, on est des débiles, on n'a jamais rien compris, etc., pour moi, c'était difficile à entendre. Et le fait que quelqu'un dise tout à coup « Oh bah moi, je suis un peu content d'être russe », moi, j'étais aussi content, parce que j'aime beaucoup ce pays. Donc, il y a des gens que j'ai vus évoluer comme ça, vers une forme de regain de fierté nationale, de fierté d'être russe, et pendant longtemps, je me disais « c'est ok ».
Personnellement, je n'ai pas le patriotisme chevillé au corps. Personnellement, ça ne me viendrait pas à l'idée d'avoir un drapeau français dans mon bureau ou dans ma voiture. Mais je pouvais comprendre cela. Ces gens ensuite ont évolué. Et je pense qu'à partir des années 2010, lorsqu'ils me voyaient, ils ne me disaient pas tout sur la manière dont ils changeaient. Par exemple, une des amies dont je vous parle, qui est plutôt pro-poutinienne, m'a dit « Ah tiens, Gilles, c'était au milieu des années 2010, ça serait intéressant. Est-ce que tu connais les œuvres de Zahar Prilyepin ? Moi, c'est un écrivain que j'aime bien et tu pourrais lire ça. » Et du coup, j'avais acheté un livre et je m'étais dit « Waouh, c'est pas rien quand même comme littérature. C'est ultranationaliste, c'est militariste, il y a des tas de préjugés xénophobes. Bon, c'est pas du tout ma tasse de thé, moi, d'un point de vue culture politique. Parce que pas du tout. Et donc là, je commençais à me dire, et notamment sans doute après l'annexion de la Crimée, que chez quelques personnes que je connaissais, mais encore une fois, c'est une minorité par rapport aux gens que je connais, je trouvais qu'il y avait en effet un durcissement de leur discours. Donc ce n'est pas complètement inattendu qu'au moins, je pense à deux d'entre eux, après 2022, aient pris le parti de soutenir le régime. Mais même si ce qui est compliqué, c'est qu'avant, ça s'accompagnait toujours par l'humour. Vous voyez ? Genre, non, mais je suis pas un fasciste, ou non... Vous voyez, mais quelque chose comme ça. Et puis avec cet usage toujours un petit peu pervers qu'il pouvait y avoir de ce qu'on appelle stiop. Comment traduire ça en français ? Stiop. C'est difficile. Mais une sorte de quoi ? D'humour au second degré, un peu. C'est ça ? Je ne sais pas. Et donc, ce qui fait que je peux pas dire que ça a été complètement une surprise, en tout cas en pensant à deux personnes en particulier. Votre travail de recherche après 2022. Comment avez-vous fait pour continuer à vous occuper de la Russie sans avoir accès au terrain ? C'est un vrai problème. 3 ans ont passé, alors je vais vous raconter comment ça s'est passé pendant les 3 ans. En fait, au début, lorsque la guerre en 2022 à l'invasion s'est produite, j'ai été sollicité par une maison d'édition française, des éditions de la Découverte, pour faire un livre, avec pour mission de le rédiger le plus vite possible. Donc là, j'étais dans une sorte de fuite en avant, où mon seul objectif, c'était de faire ce livre dont je comprenais à ce moment-là que c'était vraisemblablement le dernier que j'écrirais à partir de mes recherches en Russie. Donc je me suis complètement immergé dans l'écriture de ce livre, qui a duré, disons, jusqu'au printemps 2023. Après, je peux dire que j'ai eu 2 ans de marasme. C'est-à-dire, évidemment, je continue à faire des cours sur la Russie. Mais avec un problème qui va vite se poser pour moi, c'est que j'y suis pas allé depuis 5 ans. Alors je peux continuer à faire des cours, parce qu'il y a des parties historiques, parce qu'il y a des travaux que je peux relayer, parce que je peux faire intervenir des collègues russes, des gens qui travaillent dans des ONG, des écrivains, des artistes. Donc je peux proposer à des étudiants, je le dis modestement, un cours de qualité sans moi-même aller en Russie aujourd'hui. Mais ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps parce que je ne me vois pas faire un cours sur la Russie contemporaine dans 5 ans sans être allé en Russie depuis 10 ans. Pour moi, c'est pas possible. Il faut absolument avoir un contact avec le pays. Et je n'en ai plus. Donc ça, c'est ce qui concerne l'enseignement. Et comment vous ferez ? J'arrêterai les cours sur la Russie. En fait, moi, si vous voulez, par rapport à mes autres collègues, disons la chance ou la malchance que j'ai eue avec ce qui m'est arrivé en 2008, fait que très vite, je me suis dit, je fais la plupart de mes terrains en Russie, mais je fais aussi des terrains en France. Et je vais y revenir là-dessus sur les recherches. Donc, en ce qui concerne l'enseignement, je continue les cours. J'en fais à Paris et à Dijon, mais avec le sentiment que ça ne peut pas durer éternellement. Parce que je suis censé être compétent sur l'actualité, sur la société contemporaine, et que je suis privé d'accès à cette société. Ensuite, il y a des activités qui continuent, qui font partie de mon activité professionnelle, d'encadrer des travaux d'étudiants, d'évaluer des manuscrits. Voilà, ça, c'est des choses que je continue à faire.
Et ensuite, il y a l'activité de recherche. Alors, l'activité de recherche, entre 2023 et 2025, j'ai essayé de développer de nouveaux projets de recherche concernant la société russe, mais je n'y suis pas arrivé. Je n'y suis pas arrivé parce que, par exemple, on avait un projet avec un responsable de l'ONG OVD Info, avec lequel on travaille beaucoup, qui consistait à travailler sur des formes non policières de répression politique en Russie. Et ce projet n'a pas abouti parce que les gens qui l'ont évalué nous ont fait comprendre qu'ils trouvaient que c'était trop risqué comme projet. Donc, les projets de recherche que j'ai essayé de lancer sur la Russie, ça n'a pas marché. On a développé d'autres choses. Je parlais de OVD Info, on a eu un séminaire absolument formidable à l'EHESS avec Françoise Dossé et Anne-Louis Roux, les gens de OVD Info, sur justement les données de OVD Info concernant la répression politique en Russie. C'était un séminaire formidable. On a également mis sur place un prix qui est le prix de thèse et de master sur les meilleurs travaux concernant la répression politique en Russie. Avec Daniel Bellinson, on fait souvent des conférences, on a des projets de publication communs, etc. Donc on fait des choses, mais ce n'est pas, pour moi, de la recherche de sources de première main en Russie. Et donc il a fallu malheureusement que je me résolve au fait de renoncer à faire des recherches de terrain en Russie, ce qui m'a conduit à proposer cette année un projet de recherche assez important avec une équipe de 15 personnes sur les sujets sur lesquels je travaille, auto-justice, vigilantisme, coercition, mais en France. Dernière petite question, mais complexe par contre. Est-ce que les études russes en France ont du futur, selon vous, si les guerres ne finissent pas rapidement? Oui, elles ont du futur, les études russes en France, et je pense que des générations plus jeunes que moi sauront trouver les ressources et les sources pour faire ces études-là. Il y a toute une branche, alors il y a des gens qui travaillent sur les questions d'exil, de migration, il y a des gens qui essaient de travailler à distance, en recueillant des interviews auprès de gens sur des sujets sociaux. Il y a des gens qui essaient de travailler en collectant des données et en les traitant de manière plus quantitative. Tout cela, pour l'instant, moi en tout cas pour moi, mais pour quelqu'un de ma génération, ne remplace pas le travail sur le terrain, mais néanmoins peut fournir des pistes de réflexion qui, dans l'avenir, permettront de savoir quelque chose de la société russe, quoi. Donc, je ne suis pas fataliste. Je pense que ça sera tout à fait possible. Je pense qu'il y a quand même des sources ouvertes en Russie qui existent aujourd'hui et qui peuvent être exploitées. Mais pour des gens qui ont en tout cas pris l'habitude comme moi, de travailler comme moi, à partir de méthodes qualitatives directement liées à la fréquentation du terrain russe, je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui, oui, ça c'est certain. Merci beaucoup Gilles Favarel-Garrigue pour un entretien si riche. Merci à vous, chers éditeurs, chères auditrices, d'avoir été avec nous pour ce podcast. N'oubliez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À la prochaine!